Take it, something, man. Merci à tous les trois d'être ici. Et j'invite à présent, c'est allumé, oui. J'invite à présent Antoine Denoy, du coup, CEO d'AXA Climate, à venir nous présenter l'assurance de transition agricole, une assurance de conversion. Et Antoine, tu vas nous présenter ça ici au pupitre comme tu souhaites, et en quoi cette innovation pourrait servir de modèle pour accompagner la transition d'autres secteurs. Voilà, tu as 5 minutes. Merci de... Top, 5 minutes. Alors déjà en préambule, j'ai rien craqué du tout en termes d'assurabilité. J'ai le bonheur de lancer un petit ovni qui s'appelle AXA Climate il y a 5 ans, et on s'était fixé comme mission d'apporter notre pierre sur l'adaptation. À l'époque, on en parlait moins qu'aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et ce dont je peux témoigner, c'est que l'adaptation et l'assurabilité, c'est très difficile, et qu'il nous a fallu au moins 4 ans pour arriver à quelques premières expérimentations d'assurabilité sur l'agricole dont je vais vous parler de manière hyper concrète. Donc en contexte par rapport à ma prise de parole, moi je parle que des entreprises, parce que nous on accompagne les grandes entreprises. Et ce dont je peux témoigner, c'est que quand on s'est lancé sur l'assurabilité il y a 5 ans, on a compris que notre mission n'était pas de fabriquer de l'assurance, mais c'était plutôt de faire de la formation. Ce qui fait qu'actuellement, une grande partie de notre activité, c'est d'expliquer aux gens ce qui va se passer. Parce que là où je rejoins les panélistes de la table de ronde précédente, en fait, la beauté, pour moi, l'opportunité autour du risque climatique, si je puis parler ainsi, c'est que c'est extrêmement local. C'est-à-dire la réalité d'une sécheresse, d'une vague de chaleur en fonction de la zone pédoclimatique à quelques kilomètres près est différente. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, pour nous, ça induit une réinversion, une réorganisation finalement de nos modes de gouvernance. Et donc la priorité, ce n'est pas de planifier de l'adaptation d'une certaine façon pour nos entreprises, c'est plutôt d'expliquer à nos entreprises qu'elles doivent créer des conditions indirectes de formation pour que les acteurs en local, excusez-moi du propos, en local puissent trouver la façon de planifier, de faire cette prévention et de réussir leur adaptation. Voilà, l'adaptation de Boulogne-Billancourt et pas l'adaptation d'Issy-les-Moulineaux. C'est vraiment un message hyper important. Et donc, naturellement, on en est arrivé à faire de la formation et à se dire que la pierre qu'on voulait apporter au marché, c'était d'amener un maximum de personnes, d'hommes et de femmes sur le territoire à comprendre ce qui se passait. L'agricole, ça nous a toujours intéressés parce qu'en fait, l'agricole est pionnier, est un secteur malheureusement déjà impacté beaucoup par le climat et qui est une grande partie de la solution à nos problèmes en termes de limites planétaires et d'équilibre global de la planète. Et donc, on a d'abord beaucoup modélisé des parcelles agricoles à 2030-2050 et on est arrivé, in fine, au bout de 4-5 ans, à détecter des opportunités d'expérimentation d'assurance. Donc, je vais vous en parler de 3 très brièvement. La première, c'est on fait une assurance qui permet d'assurer le rendement et les risques de maladies liés à l'utilisation du biocontrôle. Vous savez que le grand enjeu pour l'agriculture française, c'est de baisser son niveau de chimie par hectare, pesticides, fongicides, mais il y a des risques de maladies. Et donc, on accompagne en effet beaucoup de vignes sur tu mets du biocontrôle, toi, viticulteur, tu prends plus de risques de maladies. Et donc, si le risque de maladie arrive, eh bien, on t'assure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait avec une grande maison de viticulture. Et donc, la prime d'assurance n'est pas financée par le viticulteur. On y reviendra, le financement n'est pas facile. Et ce qui est intéressant, c'est que notre façon de contrôler le risque en tant qu'assureur est liée à l'utilisation d'un OAD, d'un aide à la décision, d'un outil entre les mains de l'agriculteur qui lui permet à un moment donné d'avoir une bonne traçabilité de la chimie qu'il met ou qu'il ne met pas au secours des maladies ou pour se protéger des maladies. Ça, c'est 20 hectares, hein, c'est pas grand-chose. Mais c'est intéressant de voir qu'on peut faire un partenariat avec une grande maison de vin, arriver à contrôler le risque en tant qu'assureur, et j'y reviendrai, faire en sorte de changer les pratiques. La seconde expérimentation qu'on a, elle est un peu plus importante, c'est sur 2000 hectares. C'est tout l'enjeu de la réindustrialisation, notamment de la filière de protéines végétales, notamment du soja, qu'on importe malheureusement beaucoup trop du Brésil. Vous imaginez le coût en carbone. C'est pas simple, beaucoup pour de l'élevage. Et donc là, on accompagne une grande coopérative céréalière, on va dire, sans trahir son nom, plutôt dans la Beauce, à créer et à sécuriser des deals de rendement avec des producteurs que la coopérative est arrivée à convaincre de planter du soja, là où habituellement ils plantaient plutôt du blé et d'autres cultures plus habituelles. Et là, c'est une garantie qui permet de couvrir en fait, le risque de rendement lié à le fait qu'il y ait des nouvelles cultures qui arrivent. On parle du soja, mais on parle beaucoup du besoin de nouvelles cultures comme les lentilles en rotation qui permettent d'éviter au sol d'être nus. Donc là, c'est intéressant, c'est aussi financé par la coopérative. Hein. Vous voyez le message qui se dessine, les agriculteurs n'ont quand même pas beaucoup de pognon et pas beaucoup de marge de manœuvre pour acheter de l'assurance un peu particulière. Et donc, c'est aussi
aussi un nouveau partage de risques qui est nécessaire en termes de filière. Et puis le dernier, c'est sur les couverts végétaux et la couverture des semis. Et là, on utilise le satellite pour sécuriser des acteurs qui ont fait le pari du couvert végétal pour améliorer la santé du sol et qui n'y arrivent pas. Ce dont je peux témoigner, parce que c'est intéressant aussi, il me reste 43 secondes, le modèle de l'assurance sur l'assurabilité, il va nécessiter quelque chose qui est très important, qui est de ne pas raisonner en linéaire. Donc évidemment, on a beaucoup parlé de technique ce matin et c'était important, mais ce qui est très intéressant, c'est la remise en cause et la transformation de l'assureur sur ce sujet. Ce dont je peux témoigner, c'est qu'il y a deux choses qui sont importantes. Le premier, c'est la reconnexion. Les assureurs se sont beaucoup basés sur des statistiques pour comprendre les risques et ça les éloignait du terrain, du local et du territoire et de la compréhension physique des secteurs qu'ils accompagnaient. Quand on adapte l'adaptation du secteur agricole, vous comprenez bien qu'on ne peut pas se reposer sur les statistiques de rendement agricole dans le territoire français depuis 30 ans, 15 ans ou même 5 ans. En fait, il faut avoir des agronomes. Donc c'est pour ça qu'avec Saclamet, on a un bon tiers de scientifiques, notamment beaucoup d'agronomistes, qui vont prendre le risque parce qu'ils comprennent le risque, tout simplement. Et donc la mue pour les assureurs, les grands assureurs, c'est cette reconnexion au territoire et à la réalité physique des secteurs qu'on va accompagner. C'est la même chose dans le bâtiment, c'est la même chose pour tous les secteurs. Voilà, on ne peut plus simplement se reposer sur la statistique. Il faut faire un réapprentissage et des recrutements de compétences cœur. Et puis le dernier point, c'est l'impensé de toutes nos discussions. Moi, je suis toujours surpris de voir que c'est pas modélisé, pas présent dans les PNL de nos boîtes, quel que soit le raisonnement et souvent l'intention, qu'est la résilience. C'est-à-dire que si nous, en tant qu'assureurs, on continue à prendre les choses en silo, un panneau solaire par là, un nouveau matériau de construction par là, l'agrivoltaïsme par là, en fait, on ne va pas donner un prix à la résilience. Notamment en tant qu'assureur. Et donc l'assureur, il est systémique, et donc sa capacité à aller tirer le fil de ce systémique et modéliser la résilience, la robustesse, elle est fondamentale. Et ce sera ma conclusion. Si vous voulez tirer la résilience, le fil de la résilience, eh bien, il faut revenir au bassin versant. Il n'y a pas d'autre choix. Et donc c'est l'hypothèse de travail et d'exploration qui va être le nôtre dans les prochaines années chez Climate, c'est de repartir sur qu'est-ce qu'une assurance territoriale. Parce que la façon de modéliser la résilience, ça ne peut pas être conceptuel, ça ne peut pas être des grands frameworks. C'est in fine des acteurs économiques, des collectivités locales qui bossent ensemble pour penser la souveraineté, la robustesse d'un bassin versant bien particulier. Et donc la capacité en tant qu'assureur à acquérir des compétences pour comprendre les secteurs qu'on accompagne, et deux, à modéliser cette fameuse résilience de manière à pouvoir donner un retour sur investissement, un capital qui doit être plus lent, plus patient. Pour nous, elle est fondamentale et elle se joue d'abord dans les territoires. Merci beaucoup. J'ai tenu dans les 5 minutes. Maëlys, normalement, doit me regarder avec beaucoup de bienveillance. Merci Antoine. Je vais t'asseoir. Non, merci Antoine, c'était vraiment pas facile de présenter une assurance de conversion agricole alors qu'on a quand même... Sans être agriculteur en plus. Sans être toi-même agriculteur et sans avoir même des agriculteurs autour voilà, dans notre panel. On a essayé d'en avoir mais malheureusement peu étaient disponibles. C'est pourquoi on va plutôt tirer le fil de la conclusion et des éléments que tu as évoqués à la fin sur les questions de résilience, questions de reconnexion au territoire et la façon dont ce type d'assurance en fait, de conversion, qu'on peut aussi appeler une forme d'assurance de transition, d'accompagnement des entreprises à la transition écologique. Comment est-ce que ce modèle pourrait être potentiellement appliqué, ou peut-être déjà appliqué, et qu'il faudrait tirer le fil, le systématiser à des secteurs, et je pense notamment à des secteurs très émissifs, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Je vais commencer par me tourner d'abord vers vous, Simon Blacker. Qu'est-ce que vous pensez de cette assurance de transition? Est-ce que vous pensez que c'est une innovation qui peut servir de modèle pour accompagner la transition d'autres secteurs? Et à quel secteur ça pourrait s'appliquer? Oui, c'était un discours très inspirant. On voit les exemples très concrets et je vais y revenir. Je pense que la conversion, l'accompagnement de la conversion, c'est quelque chose qu'on fait en partie et qu'il faut structurer plus. Je pense qu'il y a 3 conditions pour y arriver. Le premier, c'est avoir une vraie logique client, être partenaire de vie de nos clients dans leurs approches de conversion. Le deuxième, c'est l'atténuation par la prévention, et je vais y revenir. Et le troisième, c'est repousser les limites de l'assurabilité, les limites techniques de l'assurabilité. Je vais rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Si je prends 2 exemples concrets, non pas dans le domaine agricole, mais plutôt dans le domaine entreprise, dans les PME, qu'on voit à Generali, qu'on a réalisé récemment. Le premier, c'est une entreprise du secteur du bois, une scierie, qui était cliente historique avec Generali. Alors la scierie, c'est quand même un secteur très compliqué au niveau de l'assurance. Le risque incendie, il est difficile, etc. Et post-sinistre, en fait, on s'est posé la question, nous, de continuer à l'assurer et le client de continuer son activité. Et donc, en fait, il y a eu ce fait générateur à repousser 2 éléments. Le premier, c'est le client a choisi
de changer ses approches, de changer ses pratiques, de changer ses procédés pour une logique plus durable, d'avoir une meilleure utilisation des chutes de bois en l'occurrence, d'avoir une meilleure utilisation, une meilleure sélection des matériaux qu'il utilise. Et donc, on s'est dit, ça vaut peut-être le coup de l'accompagner dans cette transition. Et on ne l'a pas fait naturellement, on a compris ce qu'il faisait et on l'a accompagné dans une logique de prévention, parce que l'atténuation, ça passe par la prévention, et donc l'accompagner dans un risque qui est encore une fois très compliqué. Enfin, les séries entreprises du bois, vous pouvez regarder, c'est quand même compliqué à assurer. Mais on l'a fait parce qu'on l'a ajouté à ça une logique d'atténuation, de prévention. Sur cet exemple concret, on n'aurait probablement pas assuré si ce n'était pas un client historique. Donc avoir une politique client long terme, c'est clé. Et deux, on l'a accompagné dans une logique d'atténuation par la prévention. Ça, c'était important. Le deuxième exemple que je voulais citer et qui fait écho à ce qui a été dit précédemment, c'est on avait une entreprise de panneaux solaires dans notre portefeuille en dommages. Et s'est posé la question de les assurer en responsabilité civile décennale quant à la production de leurs panneaux solaires. A priori, encore une fois, c'est un risque assez compliqué qui, naturellement, pour un grand assureur, vous avez tendance un peu à l'exclure parce que c'est compliqué. Et je rejoins ce qui a été dit précédemment par... on s'est reposé des questions sur quels sont ces procédés, quelles sont ces approches techniques. Et je pense qu'au-delà des risques naturels sur lesquels on reviendra, comprendre les procédés techniques, notamment sur ces nouvelles technologies par des approches un peu plus, que je qualifierais d'un peu plus ingénieurs, c'est clé. C'est ça, repousser les limites de l'assurabilité technique, c'est mieux comprendre avec tout ce panel de nouvelles technologies, notamment au service de la durabilité, comprendre les procédés, mieux comprendre les risques techniques, technologiques. Et ça, c'est un effort que nous devons faire assureurs. Et ça, c'est vraiment présenter l'assurabilité. Repousser les limites de l'assurabilité, c'est justement par faire aussi un travail technique en changeant notre paradigme de l'actuaire quelque part à l'ingénieur. Merci beaucoup Simon. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans vos deux exemples, vous distinguez en fait l'accompagnement de la conversion vers quelque part des pratiques moins carbonées ou vers des meilleures pratiques plus durables, qui rejoint l'exemple d'Antoine sur la question de la conversion vers de l'agroécologie par exemple, mais aussi le fait d'accompagner les techniques de la transition à travers l'accompagnement de l'électrification, de la compréhension technique. Donc ça, c'est vraiment aussi des distinctions assez intéressantes. Et de manière générale, comme j'évoquais tout à l'heure, les trois secteurs les plus émissifs de carbone, on retrouve par exemple le transport. Et donc de manière générale, tous les secteurs où il va falloir aller vers une conversion, vers des meilleures pratiques agroécologiques mais ou de décarbonation, doivent faire l'objet d'accompagnement, doivent faire l'objet peut-être de repousser justement les limites, comme vous dites Simon. Je pense donc au transport. Emmanuel, je me tourne vers vous. La Matmut connaît quand même très bien le secteur des transports. On pourrait imaginer que la Matmut puisse accompagner vers du report modal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Plein de choses. Oui, effectivement. Alors, contrairement à mes confrères côté AXA ou Generali, la Matmut est plutôt un assureur de particuliers, très majoritairement un assureur de particuliers. Donc, mécaniquement, selon les portefeuilles que l'on a les uns les autres, les problématiques derrière qui sont générées sont différentes. Le report modal est effectivement une manière d'accompagner nos sociétaires, en tant que mutualiste, on parle de sociétaires, d'accompagner nos sociétaires dans un continuum, on va dire, de transport entre des moyens totalement décarbonés. Donc ça peut être, je prends mon vélo électrique pour aller à la gare, pour prendre mon train, pour arriver à destination et peut-être faire le dernier kilomètre sur une trottinette électrique en location ou sur de l'autopartage, etc., etc. Donc ça, c'est des logiques que tous les assureurs travaillent, donc il n'y a rien de neuf là-dedans. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi est-ce que tous les assureurs travaillent sur une logique d'accompagnement de l'usage versus la propriété. On a tous travaillé dans nos maisons d'essayer de faire une assurance de l'usage, quel que soit le transport, quel que soit le moyen, je l'assure. Et force est de constater, en tout cas je crois, que personne n'a réellement réussi à trouver cette logique d'assurance. Et quand on reprend un petit peu de contexte, on essaie un peu de regarder qu'est-ce que ça veut dire concrètement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui,
pour qu'on aille vers ces logiques d'assurance de conversion et d'aller vers ce report modal, il aurait fallu qu'il y ait des marchés, il aurait fallu qu'il y ait des manques. Or aujourd'hui en France, on a la chance d'être dans un pays où l'assurance est aussi quelque chose qui est obligatoire sur les moyens de locomotion. Et donc ça veut dire que individuellement, sur ma voiture particulière, sur mon vélo électrique, sur ma trottinette, sur mes déplacements, je dirais, dans des transports publics, je suis assuré. D'une manière naturelle, je suis assuré. Donc cette grande idée de dire arrêtons d'assurer les propriétés et assurons uniquement l'usage, assurons le fait que si mon sociétaire se déplace, quel que soit son moyen de locomotion, quel que soit son trajet, je l'assure tout au long de son trajet, en fait c'est déjà la réalité. Et donc il n'y a pas eu nécessité d'accompagner cette logique-là, parce qu'en fait cette logique-là elle existe déjà. On a individuellement tous des micro-assurances sur des bouts de transport. Donc cette assurance de conversion est quelque chose qui aujourd'hui est difficilement applicable, il me semble, sur du déplacement personnel. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que malgré tout, le modèle économique de l'assurance, il est quand même directement corrélé à la logique de masse assurable. Pour qu'il y ait un accroissement de chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait un accroissement de masse assurable. Cet accroissement de masse assurable, elle est sur deux leviers, soit sur de la quantité, soit sur de la valeur du bien que j'assure. Et donc, tant qu'on est dans ces logiques économique, il est compliqué pour des assureurs de dire bon, tout ça j'en fais fi et j'essaie de trouver une assurance qui soit universelle pour tous, avec en plus ce problème de data pour essayer de modéliser tous ces sujets-là. Donc sur la partie, je dirais, plus liée au transport, encore une fois sur le marché particulier, cette grande idée d'essayer d'avoir une assurance un peu générique, quel que soit le mode de transport, quel que soit le mode de locomotion, a été, je crois, un petit peu abandonnée. En tout cas, personne n'a réussi réellement à trouver la pierre philosophale sur ce sujet. Merci Emmanuel. J'espère que les uns les autres, vous parviendrez quand même à encourager des pratiques plus... Il y a des leviers, il y a des leviers d'incitation pour inciter nos sociétaires à aller vers plus de décarbonation. Mais l'assurance ultime comme ça aujourd'hui, je crois qu'on ne l'a pas trouvée. Merci beaucoup Emmanuel. Arnaud, est-ce que vous voulez rebondir, je ne sais pas, si vous voulez peut-être parler du secteur de la construction ou rebondir sur ce qu'ont dit nos... Voilà. Oui, je vais plutôt rebondir. Bravo à Antoine pour cette présentation et de se lancer sur les assurances agricoles. C'est un sujet qui est très compliqué puisque sous le contrôle de Thierry, de Martin, on a deux grands secteurs où il y a sous-assurance. Il y a une sous-assurance dans les territoires d'outre-mer, aux Antilles notamment, seulement la moitié de la population a une assurance habitation. Et puis, on a un problème de sous-assurance en matière agricole. Donc, depuis des années, pour ne pas dire des décennies, les pouvoirs publics réfléchissent comment faire pour que le taux d'assurance des agriculteurs progresse. La difficulté, c'est qu'il y a un système assez pervers et où un certain nombre d'agriculteurs ont le sentiment que, en cas de catastrophe, il y aura le fonds des calamités agricoles. Si vraiment il y a un coup dur, les pouvoirs publics seront là, ce qui décourage l'assurance. Donc, je ne crois pas à la culpabilisation, j'y crois pas beaucoup. On peut croire un peu aux sanctions, mais surtout à l'incitation. Ce qui est très intéressant dans ce qu'Antoine a présenté, me semble-t-il, même si c'était très succinct, c'est que tu nous as dit que voilà, les entreprises en question, les assurés, allaient voir leur intérêt économique concret, et donc il y a une vraie incitation à l'assurance, parce qu'ils vont y voir les bénéfices de pouvoir passer au bio, mais avec des filets de sécurité, mais avec des rendements accrus potentiels, ou avec en tout cas la sécurisation des approvisionnements. Tu nous en parlais sur le soja. Donc voilà, moi, ce en quoi je crois profondément, puisque avec la sécheresse, on voit pas mal de sujets, on a pas mal d'agriculteurs qui nous saisissent à la médiation sur les pertes de rendement liées à la sécheresse notamment. Donc il y a de nouvelles assurances qui se développent aussi, les assurances paramétriques, pour essayer de faire face à ça. Mais moi je crois profondément à l'incitation et que les gens y voient leur intérêt. Si les gens, les assurés agricoles en l'occurrence, ont le sentiment que quoi qu'il arrive, il y aura des filets de sécurité publique, ils n'iront pas s'assurer. Donc c'est cet équilibre qu'il faut arriver à trouver. Vive les partenariats public-privé, vive la solidarité, mais il faut aussi responsabiliser les assurés et qu'ils aient envie de s'assurer.
Merci Arnaud. Antoine, 10 secondes Non, mais de... moi, c'est un appel. C'est un appel parce que je suis pas venu pour rien. On m'a laissé que 5 minutes. On part en exploration, la Climate, avec d'autres assureurs sur la notion d'inassurabilité au niveau du bassin versant. Et donc, on travaille sur la Charente, la Seine-Maritime et probablement Pyrénées-Orientales Hérault, plutôt sur le bâtiment à cause de l'eau dans ces régions du sud, trait de côte, transition industrielle à l'estuaire, et puis sur la partie Charente, sur le viticole. Donc si vous avez des endroits, des connaissances, des hommes et des femmes de bonne volonté sur ces 3 territoires, à fond pour me contacter, donc Antoine Denoy, axaclimate.com, parce que c'est quelque chose de très collectif qui va nécessiter une exploration. On va y passer beaucoup de jours, on va y aller, et puis pour essayer de résoudre des problèmes concrets essentiels à la viabilité de ces territoires. Donc petit appel qui n'est pas l'appel du 18 juin évidemment, qui est beaucoup plus minuscule, mais ça peut être sympa parce qu'en fait c'est en fonctionnant différemment, en faisant jouer cette maille du territoire qu'on peut peut-être changer les ingrédients et arriver à quelque chose en collectif pour l'anniversaire du rapport dans un an. Merci beaucoup, je compte sur vous et n'hésitez pas à me contacter. Bye bye. Merci beaucoup Antoine, merci à tous. Jamendo.com